Mon travail va être très simple, puisqu'il suffit juste de présenter les personnes qui sont là et qui vont nous partager leurs pratiques très différentes les unes des autres, et pour ça qu'elles ont été invitées en complémentarité de toutes ces expériences différentes. Et je vais commencer par présenter donc Brigitte Chavas, qui est thérapeute transpersonnelle, qui est auteure ou autrice, et formatrice au Sésame. Césume, pardon, j'arrive même pas à me relire. Césume. Donc oui, je suis thérapeute depuis très longtemps. J'ai été prof de tai chi, de relaxation, de sophrologie, j'ai fait de l'hypnose, beaucoup de sortes de trans, je pense que j'ai dû toutes les faire. Et aujourd'hui, après un congé sabbatique, vu mon grand âge pour un peu décider, ça marche, ça revient. Je continue à proposer des stages de respiration holotropique. Je fais essentiellement ça dans la vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc des week-ends, des journées, puis je forme aussi à la respiration holotropique des thérapeutes. Et je supervise des thérapeutes en respiration holotropique. Je me suis centrée là-dessus. J'ai fait beaucoup d'accompagnement en individuel et d'autres sortes de choses. Mais je garde, pour la respiration holotropique, en tant que praticienne, la préférence. Voilà. J'aime beaucoup cette forme de transe pour des tas de raisons. Je vais commencer par vous dire pourquoi j'aime, c'est plus agréable. Pourquoi j'aime? Parce que c'est un travail actuellement en groupe. J'aime le travail de groupe qui multiplie les énergies, qui multiplie les occasions, qui multiplie les rencontres. Parce que je ne peux pas, moi aujourd'hui dans ma pratique, je ne peux pas séparer la transe, comme une respiration holotropique, on va appeler ça des trans, et la relation. Je pense que dans nos vies, on a besoin tous, en tant qu'être humain, de vivre des trans. D'ailleurs, on se débrouille pour en vivre tout seul si on n'y va pas exprès. Au moins, on boit l'apéro, on danse, on est tous à la recherche de trans et en recherche de relations. Donc, pourquoi j'aime travailler les trans en groupe? Parce que on associe les deux. Et je ne sais pas quel est le plus important. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Mais les deux sont importants vraiment. Pourquoi j'aime la respiration holotropique? Parce que c'est légal. Ça facilite. Pourquoi j'aime la respiration holotropique? Parce que c'est très puissant. C'est très puissant. C'est très guérisseur. C'est pas magique. C'est comme toutes les autres trans. Il n'y a pas de magie. Mais il y a l'opportunité de processus vraiment profonds et de processus vraiment beaux. En rajoutant toute la question que je venais d'aborder sur le groupe. Et là, il y a encore beaucoup de richesse. Voilà, la respiration holotropique, c'est très très simple. Et beaucoup en ont déjà parlé de ce que je vais parler là. Ça dépend beaucoup du contexte. En fait, en tant que praticienne en respiration holotropique ou facilitatrice ou thérapeute, on s'en fiche des noms, enfin moi personnellement, mon rôle principal c'est... j'ai pas regardé là. Ok. Mon rôle principal, mon seul rôle en fait, c'est d'installer un contexte, un dispositif qui soit ouvert, qui soit sécure, qui soit adapté à la transe. Un dispositif sécure, il va y avoir plusieurs aspects. Certains en ont déjà parlé. Il y a l'aspect psychologique, c'est-à-dire que les gens doivent être en sécurité psychologiquement. Ça veut dire qu'ils doivent avoir suffisamment confiance. Bon, ils ont peur souvent quand ils viennent, mais s'ils viennent, c'est qu'ils ont suffisamment confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu un entretien préalable avec eux, un contact, on a pu répondre à leurs questions. Ça, c'est très important. Et puis parce que dès l'accueil dans le lieu de stage ou le lieu de week-end ou de journée,
Tout est fait pour accueillir les gens dans la confiance, cette sécurité psychologique. Et il va y avoir aussi la sécurité physique, parce que comme c'est puissant, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir beaucoup de... Certains disent des réactions, ceux qui sont nouveaux, ils disent « Oula, mais j'ai réagi fort hein. ». Oui. Il va y avoir beaucoup de potentiel et beaucoup de possibles et beaucoup d'expériences qui peuvent faire peur vues de l'extérieur ou vues avant. Hein. C'est-à-dire, dans ce contexte de respiration eutropique, tout est possible. Il n'y a pas de règle, sauf une. La règle, c'est respecter le stop. C'est-à-dire, on peut tout faire sur son territoire, on a chacun un territoire, et on doit se souvenir que d'une chose, c'est le mot stop. Ce mot stop, il va servir à deux choses. Moi, si je suis thérapeute, je vais dire stop si jamais j'essaye de contenir un grand costaud parce qu'il a besoin d'expérimenter sa force. Je vais, en plus, comme il est plus fort que d'habitude avec l'effet de la transe, je ne vais pas y arriver. Et puis lui, il veut vraiment me pousser, je vais lui dire stop. Et il va arrêter. Tout le monde respecte toujours le stop. Et inversement, si moi j'appuie sur sa poitrine parce qu'il a besoin, il me dit appuie-moi, et puis il se met à hurler arrête, salope, tu me fais chier, j'en ai marre, tu m'as gâché la vie. Oui, parce que ça c'est possible et ça fait du bien. Hein? Eh bien, moi, tant qu'il crie comme ça, je continue d'appuyer. Je me dis que ça lui fait du bien. Mais s'il veut vraiment que j'arrête, il y a un seul mot, c'est stop. Et stop, j'arrête. Et ce mot stop, c'est comme le mot magique hein, pour la respiration eutropique. C'est ce qui... Comment je pourrais dire ? C'est ce qui permet de continuer à garder la sécurité. Voilà. Donc, vous voyez, c'est simple. Après, ce contexte d'accueil, ce contexte de sécurité, il s'agit de je cherche un mot depuis tout à l'heure que je ne trouve pas. De l'assumer. Et on va l'assumer en installant correctement la salle, en mettant suffisamment d'espace entre les gens, en ayant des mouchoirs si jamais quelqu'un veut pleurer, pleure, ou des sacs en plastique pour cracher. Il va y avoir comme ça toute une installation matérielle qui permet aux expériences d'être ce qu'elles vont être. Parce que bien sûr, en tant que thérapeute, dans ce contexte-là, comme dans beaucoup de contextes d'ailleurs, hein, j'ai aucun projet pour personne. Juste le projet que les personnes soient avec elles et qu'elles respirent. Donc c'est comme ça que ça commence. On va faire une sorte de surventilation en prenant plus d'air, plus d'air, plus d'air. Il n'y a pas de technique, c'est pas technique, hein, c'est juste comme ça. Et ceux qui vont respirer tout à l'heure, on va leur dire un petit peu plus. Respirer, et puis la musique. La musique qui a été préparée spécialement pour, avec des phases musicales qui font référence à différents types d'énergie ou qui ouvrent différents types d'énergie. C'est assez codifié. Et cette musique qui arrive avec cette respiration, eh bien, ça va faire de l'effet, en fait. L'effet que ça fait, c'est que souvent, on commence à avoir des petits tremblements, ou ça picote, ou on a chaud, on a froid. C'est souvent des sensations physiques pour commencer. Hein. Et puis, ça peut s'enchaîner sur des expériences de tous ordres. Et je ne vais pas vous faire la liste, même si on peut expliquer ça de tas de manières différentes. Mais ces expériences, c'est un peu comme dans un rêve. Mais un rêve où on est conscient, parce qu'on va rester conscient jusqu'au bout. C'est-à-dire, dans un rêve, tout peut arriver, vous êtes d'accord ? Vous pouvez voler, vous pouvez rencontrer une personne que vous n'avez jamais vue, vous pouvez vous transformer en lion, vous pouvez devenir une fleur, ou retrouver les bras de votre maman dans le rêve, je parle. Après, moi, quand j'accompagne, tout est OK. Tout est OK. C'est vraiment important. Et ce que j'encourage... Comment j'encourage les personnes, c'est à dire oui à ce qui vient. Parce que c'est long, une respiration holotropique. Il y a le temps de vivre beaucoup d'expériences qui s'enchaînent de manière complètement incohérente, vue de dedans et vue de dehors. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est d'avoir permis ce creuset où la vie va traverser les personnes qui ont respiré avec la musique, va traverser les personnes
à sa manière. C'est toujours du vivant. Je ne vais pas faire ni pendant ni après d'interprétation. Chaque personne est propriétaire de son expérience. Elle peut la partager, on peut en discuter, c'est tout. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je suis dans la posture de je ne sais pas. Je contiens, j'accompagne, je vais vous en parler un petit peu, mais je ne sais pas ce que vit la personne. Et je ne peux pas le savoir. C'est bien trop personnel, bien trop mystérieux, et où j'aime bien les mystères, moi. Donc, pendant ce temps de respiration, les personnes vont être accompagnées parfois en les aidant à respirer parce qu'elles n'arrivent pas trop à inspirer plus fort ou à relâcher, etc. Mais pas très longtemps. La respiration elle-même, elle dure 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, mais c'est tout. Après, la musique est déjà arrivée et ça suffit. On peut bien sûr reprendre le souffle, mais l'essentiel est fait au niveau de la respiration. Voilà. Donc, pour accompagner cette respiration après, on peut être amené à venir donner une main parce que quelqu'un tend une main. L'autre jour, le week-end dernier, une femme avait sorti une main par-dessous sa couverture parce qu'on est allongé au départ. Et elle tendait la main. Alors, je suis allée, j'ai touché vaguement, j'ai pris sa main. Et pour elle, c'était extraordinaire. Pour moi, non. C'est tout simple. Mais pour elle, c'était extraordinaire. Donc, accompagnée par le contact, parfois accompagnée par les mots. Est-ce que ça va ? Tu es bien dans ton expérience ? Voilà. Et voilà. Donc, ce que je vous présente en parlant de respiration holotropique, c'est vraiment d'une technique de transe très puissante, très simple à mettre en œuvre, mais qui demande, pour les thérapeutes, les facilitateurs, une bonne formation quand même, parce qu'on n'accompagne pas des personnes en transe sans une bonne formation. Il s'agit d'être présent, il s'agit de savoir se positionner, même si on ne sait pas ce qui se passe. Il s'agit de protéger, de contenir. Et puis, on en a parlé ce matin, ou François, tu en as parlé ce matin, le grand défi, c'est et après, hein, après cette expérience, qu'est-ce que la personne va en faire ? Donc, il s'agit de beaucoup travailler. On travaille beaucoup, on réfléchit beaucoup, nous, les thérapeutes qui accompagnons des trans, à comment intégrer la force et la puissance des expériences de trans. Quand je dis puissante, ça ne veut pas dire que tout le monde a une expérience intense où il se transforme en lion et où il rugit. Il y en a. Hein. Il y en a qui vont vivre une expérience très très douce où il se repose. Moi, j'ai un homme qui s'endormait tout le temps pendant sa respire. Moi, j'étais assez débutante. Je fais ça depuis 30 ans. Hein. J'étais assez débutante, donc je le réveillais un peu. Je me disais, zut. Et en fait, après, je l'ai laissé dormir. Et il a dit, mais je suis insomniaque. Ça fait 20 ans que je n'ai pas dormi comme ça. Bon, ok. Donc, confiance. Confiance que ce qui arrive pour une personne, ça a sans doute du sens pour elle. Et que je n'ai pas à m'en mêler, si ce n'est à aborder, si ce n'est à être présente. Et je travaille avec des équipes, comme il va y avoir tout à l'heure, qui sont formées pour ça et qui sont présents comme ça. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que c'est la fin de l'heure. Je ne sais pas ouvrir quoi d'autre. Peut-être que, comme disent souvent, j'accompagne beaucoup les ados et les jeunes adultes aussi avec la respiration holotropique. Eux, dans la transe, ils y vont vite. Hein. Je pense que il y a des contre-indications physiques, les questions cardiaques, pulmonaires, mais sinon, je pense que c'est une transe et qui, avec toutes les autres trans, donne de l'espoir pour l'être humain. Moi, les trans, ça me donne de l'espoir. Pouvoir organiser, accompagner des trans, pour moi, c'est la médecine qui va nous sauver. Enfin, je le souhaite autant que je l'espère. Voilà. Merci pour ces mots de conclusion. C'est maintenant les questions. Oui, j'ai 5 minutes de questions. Vous avez des questions ? Oui.
Des contre-indications par rapport aux médicaments, non. Par contre, si moi, les personnes qui viennent, qui ont des suivis avec des médicaments, je leur demande de continuer le traitement tout le long du stage, tout ça. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Par contre, certains médicaments atténuent un peu la sensibilité et ça peut freiner un peu, en tout cas, la puissance de l'expérience. Mais ce n'est pas une contre-indication dans le sens où ça va faire du mal. On a encore le temps pour une question. Oula, c'est rapide. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait justement ne pas réussir à arriver en transe pendant l'expérience? Alors, ce que je ne vous ai pas dit, qui ne va pas être le cas aujourd'hui dans ce contexte, c'est que quand on fait une respiration holotropique, ça se fait par duo. C'est-à-dire qu'il y a un temps où l'un respire accompagné par l'autre et un temps où on inverse. Je vous dis ça parce que il y a des personnes qui n'arrivent pas trop au départ à lâcher prise, on dit ça. Je ne sais pas si c'est lâcher prise ou quoi. Toujours est-il qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à sentir qu'il y a une ouverture qui se fait. Ou voilà. Souvent, ces personnes-là, elles sont touchées et souvent bouleversées quand elles sont accompagnantes d'une autre personne. Parce qu'à ce moment-là, elles voient la salle avec plein de gens qui respirent. Donc il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui rient aux éclats, il y en a qui dansent, il y en a qui chantent, il y en a, on dirait, qui sont morts. Il y a un peu toute l'humanité. Et ça les touche. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'ouvre. Et souvent, ces gens-là, d'ailleurs, font la formation et deviennent des thérapeutes, j'ai remarqué. Mais ils mettent très longtemps avant d'ouvrir vraiment leur propre expérience. Après, on peut raconter plein de choses. Mais moi, il y a des gens, j'ai un ami proche qui sentait rien pendant les respires pendant longtemps, qui maintenant en anime, bien entendu. C'était un mystère pour moi, j'ai jamais compris ce qui se passait. Lui non plus, personne, il allait partout, personne. Même avec les psychédéliques, il sentait rien. Bon. Donc, le tout, c'est d'accueillir et d'accompagner aussi ces personnes en lâchant prise aussi en tant que thérapeute, mais c'est très rare. C'est très, très rare. C'est très, très rare aussi parce que c'est en groupe et puis parce qu'autour, il y a beaucoup de mouvements, d'énergie, de chants, de cris. Donc ça vient toucher autrement que le souffle. Merci. La deuxième personne que j'ai l'honneur de présenter est Élise Mette, qui est danseuse, qui est aussi éducatrice en somatique, en body-mind centering et art thérapeute. Nous vous écoutons. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous parler de la danse derviche. Donc, moi, j'ai plusieurs pratiques. Je suis danseuse, oui, parce que je danse depuis longtemps et que je suis en mouvement et en perpétuel mouvement. Et ça fait partie de moi. Et ça fait partie aussi de mon chemin de transformation et d'expression. et art thérapeute parce que je me suis intéressée à la dimension justement du corps, la place du corps, on disait, dans le processus de transformation et comment revenir vraiment à lui donner toute sa place et son expression. Dans mon parcours, j'ai rencontré la danse derviche qui a été un chemin pour moi de transformation profonde et d'entrer dans la méditation, parce que c'est une méditation active. Voilà, pour vous parler un petit peu de cette danse avant d'entrer plus dans la spécificité, plus sur l'histoire de d'où elle vient. Donc on parle de danse soufie aussi. Et les soufis viennent donc c'est une tradition orientale qui vient de Turquie, de Konya exactement, où donc le père fondateur Rumi, qui est connu pour ses poètes, c'est un poète mystique, philosophe, voilà, danseur aussi, musicien, et qui est connu pour ses poèmes sur l'amour mystique, donc qui est tombé éperdument d'amour pour son maître Shams de Tabriz. À cette époque, c'était au XIIIe siècle. Et qui est parti à tourner
à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Il ne s'est pas arrêté de tourner. Et il est tombé. Il est tombé d'extase. Voilà, on parle d'ivresse mystique. Donc c'est une époque. C'est voilà, c'est à remettre aussi dans un contexte. Hein. Mais pour moi, ce qui est voilà, à travers cette danse, c'est vraiment une expérience à travers soi. Où on plonge vraiment dans l'espace de l'être. Donc comment aussi on dépasse quelque part l'endroit de la personnalité et de l'ego, et comment on vient chercher un endroit d'unité, de présence à soi au monde, un endroit où on peut se laisser traverser par les choses, par le mouvement qui est en nous, perpétuel. Et donc c'est un rappel quelque part. Voilà, les soufis parlent du souvenir. Donc voilà, il y en a qui vont nommer ça souvenir de Dieu, mais voilà, c'est une danse qui est bien au-delà des religions. C'est une danse qui englobe vraiment toute croyance ou toute même voilà, qui vraiment être expérientielle, dans le sens où on fait l'expérience de l'être à travers cette danse, et qu'on se rencontre. Voilà. On parle de pèlerinage aussi à travers cette danse. Donc il y a un pied pivot et un pied pèlerin, enfin une partie qui pèlerine autour, et c'est vraiment l'endroit à la fois de quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire que ben voilà, mon essence elle est permanente, et en même temps il y a moi là qui vous rencontre, qui rencontre le monde, et donc voilà, il y a le mouvement qui est là, le mouvement des émotions, les mouvements de la pensée, les mouvements de tout ce qui est là. Voilà. Donc c'est vraiment une danse qui est aussi empreinte de symbolisme et de beauté aussi, hein, qui aussi voilà, amène vraiment une dimension aussi, la dimension de l'art aussi dans la vie, comme aussi une manière aussi de transcender, une manière de quelque part d'exprimer à partir de ce qui est là. Enfin voilà. Et voilà, moi dans mon parcours de danseuse, c'est quelque chose que j'ai exploré aussi, et j'ai à la fois traversé la tradition soufie, donc comme une guidance, hein, avec des symboles très très forts aussi, qui guident vraiment la pratique, mais aussi de l'ouvrir au champ de l'exploration beaucoup plus large, pour aussi ouvrir le tour à la possibilité d'expandre et de calligraphier autour du geste, et de laisser émerger les émotions qui sont là, et de pas forcément figer une forme en fait qui pour moi était quelque part réductrice par rapport aux possibilités d'expression interne à travers ce mouvement gératoire. Voilà, et c'est une méditation profonde, dans le sens où c'est une pratique qui demande un ancrage très profond en soi, et en même temps une grande expansion. Enfin, donc c'est vraiment on va chercher ces polarités, et c'est l'ancrage, on va le trouver à un endroit qui n'est pas forcément celui qu'on connaît. Et voilà, il y a toute une préparation qui est nécessaire pour rentrer dans le tour aussi. Qui va le réveil des centres énergétiques, donc aussi on parle des chakras, mais c'est aussi une physique, c'est-à-dire d'aller sentir vraiment ces centres énergétiques, comme aussi des plans vibratoires, et des manières aussi de se relier à travers notre chair, quoi. Et voilà, c'est pour moi très important de toujours amener vraiment la conscience dans le corps, donc c'est-à-dire aussi la présence vraiment dans la matière, que c'est à travers vraiment l'intelligence de la matière que l'expression naît. Et voilà, et ça a énormément de bienfaits aussi, des bienfaits sur le système immunitaire notamment. Ça renforce le système immunitaire, parce que aussi dans la méditation, comme on l'a nommé, ça permet aussi de réguler le système parasympathique, sympathique. Donc il y a aussi une régulation, le fait d'être vraiment en présence à soi. Aussi une confiance, aussi à s'abandonner, à être dans le monde.
Et bien sûr aussi, c'est une pratique qui va avoir vraiment des effets très positifs sur aussi la circulation sanguine, le battement du cœur, c'est très présent. Donc c'est une danse puissante, donc qui amène beaucoup de vortex et donc qui aussi libère beaucoup le souffle et la circulation. Donc voilà, aussi avec une... voilà. On va faire un peu le tour. S'il y a des questions. Merci. Allô, allô. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons quelques minutes pour des questions. Bonjour. J'ai la chance d'avoir déjà testé cette expérience de derviche là. Par contre, est-ce que toi, quand tu accompagnes, parce que moi je tombe au bout d'un moment, parce que c'est vraiment tellement fort qu'au bout d'un moment, je finis par tomber. Est-ce que toi, tu arrives à contrôler les gens pour pas qu'ils tombent? Ou est-ce que... Non. Parce que je suis obligé d'arrêter, parce que je peux pas, il ne faut pas que je tombe, mais donc voilà. Est-ce que tu arrives à contrôler et faire qu'on arrive à se concentrer pour pas tomber? Alors, moi, dans mon parcours de facilitatrice, j'ai eu très peu de gens, finalement, qui sont tombés. Donc, je me dis, c'est que ma préparation n'est pas si mauvaise. Mais pour moi, c'est empêcher de tomber. Si la personne fait l'expérience de la chute, c'est une expérience. Donc, je nomme que c'est possible de chuter. Et même parfois, je fais chuter les gens. C'est-à-dire, on tourne et on chute. On va chercher la terre, le sol, pour avoir la confiance qu'on peut chuter. Et c'est OK. De ne pas se rattraper, de pas lutter contre ce qui est. Après, ce qui aide à ne pas tomber, ça va être toute la préparation de l'ancrage, voilà, d'amener aussi des exercices pour prendre confiance dans la vitesse, prendre de la vitesse. Donc il y a des rituels. Je propose des rituels, des cercles où on rentre et voilà, chaque personne fait l'expérience de aussi sauter à pieds joints avec les bras tendus et de tourner au plus vite qu'on peut et avec la contrainte de s'arrêter net et de laisser tout bouger et de toi pas bouger. C'est-à-dire d'être vraiment maître et maîtresse. Les soufis disent on est maître et maîtresse de soi. Donc c'est un moment, ok, le monde bouge, mais moi je ne bouge pas. Donc il y a vraiment un centre solide. Donc il y a des rituels ou des pratiques qui permettent d'avoir un centre plus solide, quoi. Et après, quand la personne fait l'expérience de la chute, je reste vigilante, moi. Je suis là, garante, mais voilà, il n'y a jamais eu de... Jamais les gens se sont pris les murs. Et voilà, après, il y a la question de la nausée. Alors ça, c'est une grande question quand on tourne, parce que voilà, c'est aussi beaucoup... on est beaucoup... dans notre culture aussi, un peu prisonnier des fois par le système visuel, du regard. Et en fait, la danse derviche permet de rentrer dans un système plus bas, système vestibulaire, ce qu'on appelle. Donc c'est une perception de moi en mouvement, aussi des accélérations, des décélérations, d'être vraiment très proche de ses perceptions, de ses sensations. On ne se lâche pas quelque part. Voilà. Et donc plus on cultive ça, moins on a de nausées. C'est comme marcher et garder le sens de soi en mouvement. Et donc on peut, voilà. Et le moment où la nausée souvent arrive, c'est que justement on sort de soi. Quelque part, il y a une pensée où il y a une perturbation. Souvent, les soufis disent on nettoie les miasmes, quoi. Donc quand tu vomis, c'est que tu nettoies quelque chose. Ils parlaient de purification. Il y a une purification de l'âme chez les soufis. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui nettoie ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc c'est aussi la fonction de cette danse. Mais en tout cas, voilà. Si on chute, on chute. Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive. Je vous avais promis que je vous ferais vivre l'expérience de la frustration. Si vous avez d'autres questions, je suis garante du cadre temporel de cet après-midi. Je vous suggère d'aller voir Élise à la pause un petit peu plus tard pour pouvoir enchaîner, pour pouvoir laisser la parole à Géraldine Devaux, qui va nous présenter une autre pratique de ce que Élise appelle l'intelligence de la matière. Géraldine est docteure en pharmacie, elle est thérapeute ayurveda et elle pratique aussi l'hypnose ericksonienne. Elle va nous parler de massage, de méditation, de
hypnagogique et d'hypnose. Tout un programme. Bonjour. Je peux parler de tout ça en détail, sinon on n'a pas fini. C'était une présentation rapide de mes activités. Donc je suis ici parce que je suis membre de la SPF et que je suis grenobloise. Au départ, docteur en pharmacie, de formation. Au cours de ma vie, j'ai eu une espèce de bascule entre la vie de la connaissance et la vie de l'expérience, on va dire. Et une fois que l'expérience s'est révélée, la connaissance théorique, en tout cas, perd un peu de sa saveur. Et comme dit Socrate, je crois, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc, j'ai développé des activités autour de l'expérience qui amènent surtout à l'apaisement. Parce que je crois qu'on peut arriver à rien sans apaisement. C'est la première étape de tout, de la guérison, du mieux-être. C'est la première étape qui va nous permettre que nos pensées, nos actes soient des pensées et des actes qui nous réunissent et non pas qui nous séparent. Et c'est à partir de là que je crois que la nouvelle humanité peut émerger. Donc je suis mon petit grain de sable, c'est d'amener les personnes à s'apaiser. C'est pour ça que j'ai développé toutes ces pratiques-là. Donc j'ai un groupe de méditation qui se réunit le mardi soir à mon cabinet. Je pratique essentiellement le massage ayurvédique, aussi la relaxation coréenne qui amène un profond lâcher-prise au niveau du corps. Donc je suis formée en hypnose ericksonienne que je pratique avec parcimonie parce que j'essaie d'éviter que les gens aient des demandes en sachant déjà dans leur tête comment ils doivent résoudre leurs problèmes et qui croient que l'hypnose va les aider. Mais je vais parler plus particulièrement de la lampe Pandora pour laquelle je suis là aujourd'hui parce que juste après, je vous propose un petit atelier pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer à la respiration ou à la danse. Donc il y a certaines personnes sont déjà inscrites, un papier qui est dans le hall d'entrée. Je vais pouvoir accueillir une trentaine de personnes à peu près, 2 par 2. Donc cette lampe, qui est un mystère jusqu'à présent pour tout le monde, enfin on va dire de quoi il s'agit. C'est une lumière apparemment très simple avec des LED dessus, des LED qui clignotent. Donc jusque-là rien de sorcier. On la regarde les yeux fermés, il y a une certaine intensité lumineuse, et à partir de ces fréquences de clignotement, il va y avoir une induction, comme une harmonisation des ondes cérébrales sur la fréquence du clignotement, un peu comme ça se passe quand on écoute de la musique. On va plutôt s'apaiser sur des musiques lentes ou s'énerver un peu sur des musiques rapides. Là, on va s'harmoniser à la fréquence lumineuse et on va tester cette expérience intérieure de vivre une autre forme d'état de conscience. On appelle ça une lumière hypnagogique parce que le terme hypnagogique désigne l'état qui est un peu entre veille et sommeil. Donc quand on expérimente cette lampe, déjà le mental est très surpris parce que c'est nouveau. A priori, pour la plupart d'entre vous, c'est une expérience qui va être nouvelle. Et il y a ce silence mental qui permet vraiment une immersion dans l'expérience. Et puis, sur ce programme test qui dure 4 minutes, on a une expérience qui est très visuelle avec des formes et des couleurs assez captivantes. Ce que je dois dire pour les personnes qui se sont inscrites ou qui vont s'inscrire, attention, si vous avez des antécédents d'épilepsie, il ne faut surtout pas pratiquer ça. Éventuellement, si vous avez des problèmes cardiaques aussi, on va éviter. Sinon, il n'y a pas de contre-indication. C'est un petit voyage comme on fait un tour de manège. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à y participer. C'était pas dans les conditions qu'on avait prévues initialement, mais on a trouvé un petit bureau dans lequel on va pouvoir se mettre dans le noir et vivre tout ça, ensemble. Merci beaucoup. Je laisse Todd, notre 4e praticien, s'installer.
Todd Legler, qui est artiste DJ, qui est créateur d'un événement, Ben & Peel. Tout à fait. Merci beaucoup. Et merci d'être là. Merci à l'organisation. C'est très drôle d'être face à des gens assis. C'est pas vraiment ma coutume. Moi, j'organise quelque chose qui est un peu chaotique et plein de mouvements. Du coup, je vais vous parler de ça. Je vais essayer de vous faire sentir ça, alors que vous êtes confortablement assis sur quelque chose que... Moi, j'ai des vrais problèmes avec les chaises, mais je vais vous les laisser pour cette fois-ci. Mais si vous venez à une Ben & Peel, il n'y a pas de chaise, juste pour que vous sachiez. Et je vais juste prendre une petite mesure de température. Et si tu es à 50% d'attention, tu peux lever ta main droite. 50. Juste 50, tu vois, genre moitié, quoi. Pas encore complètement endormi, pas à donf non plus. Ok ? À donf, main gauche, genre flèche, quoi. Genre... Ok, il y a encore du monde dans la place, ça va. Et les deux mains, si tu es en train de te noyer, moitié PLS avant de t'endormir. Personne. Ah, il y en a un, deux. Ah oui, quand même, merci. Ah, ouais, ça m'aurait étonné quand même. Là. Ok, petite note d'attention. Et dernière question, c'est... simple curiosité. Si tu sais nager, j'aimerais que tu te lèves. Waouh, ok, il y a du monde. Ok, donc si le bateau coule, on est ok. Merci, vous pouvez vous rasseoir. La natation va prendre son sens, j'espère. En fait, je ne sais pas exactement où je vais. J'aime bien l'improvisation, je vous le partage. J'aime bien partir du chaos avant tout et après d'essayer de voir où on atterrit et comment on atterrit sur nos pattes. J'ai assez confiance qu'on va y arriver, mais il y a toujours un suspense. Et c'est ça qui est bon. Parce que l'incertitude et une petite dose mesurée d'inconfort procure des choses qui sont particulièrement intéressantes dans notre cerveau et nous amènent à des endroits d'agilité et avant de tomber dans la méfiance, ça nous amène à un endroit de vigilance et d'attention. Du coup, je vous ai demandé ces petites choses pour savoir où vous en êtes, mais surtout pour captiver votre attention, parce que si on est là avec plein de mots et de concepts, l'intention est bien de captiver et d'orienter votre attention quelque part pour peut-être se rencontrer, peut-être raconter une histoire, peut-être vivre quelque chose qu'on ne connaît pas encore. J'aimerais rendre hommage au mystère, avant tout. Parce que si on est là, eh bien, c'est bien parce qu'on ne comprend pas. Et peut-être qu'on se pose la question et qu'on aimerait bien comprendre un peu plus. Et du coup, je salue votre courage là-dedans, votre curiosité, parce que nous sommes des êtres de curiosité. Et j'aimerais aussi honorer la limite de comment on est en train de s'y prendre. Les outils qu'on a pour essayer d'expliquer le mystère qu'on essaye de résoudre ne sont pas adaptés. C'est pour ça qu'on est là. Il y a d'autres outils qui peuvent ouvrir d'autres portes ou d'autres manières de concevoir les choses qui nous aident à un endroit où notre raison, notre manière cartésienne de concevoir le monde, touche à sa limite. Du coup, j'aimerais parler de mes œuvres qui sont là et où on part avant tout de rien et on improvise à plusieurs pour arriver jusqu'à essayer de dompter le chaos en passant par des moments assez inconfortables, il faut le dire, des moments de je ne sais pas, des moments de comment on fait. Et ces tableaux, je les amène ici, mais aussi à d'autres événements pour essayer de prendre le relais à un endroit où on est arrivé au bout des mots, on est arrivé au bout des concepts, on est arrivé au bout de la compréhension et en fait, il n'y a rien pour nous accompagner, pour faire le pas supplémentaire, pour aller là où on a besoin d'aller. Et du coup, il faut un petit peu d'aide. Donc il y a toutes les pratiques qu'on a nommées aujourd'hui, et puis il y a l'art, qui pour moi englobe tout ça. Donc pour certains, tout est trans, pour moi, tout est art.
Du coup, l'art, c'est un endroit où on donne la permission, et on se donne la permission de plonger dans un inconnu et d'inventer quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on a vraiment fondamentalement besoin. Donc, les gens qui ont traversé des moments durs dans leur vie, peut-être peuvent relationner en termes sensoriels à ce que ça représente. Si c'est pas le cas, bah, bonne chance, à un moment, tu peut-être le vivras. L'endroit où ça aide, c'est qu'on arrive à raccrocher une forme d'histoire là où le monde s'est dédoublé. Il y a une chanson qui s'appelle comme ça d'ailleurs, qui est très belle. Et dans les Bendenpil, qui est un peu le thème de cette présentation, je vais y arriver peut-être que j'aurai pas le temps en fait, il faudra que vous veniez voir. Les Bendenpil, l'idée c'est de procurer une espèce de gymnastique entre... Pardon, excuse-moi. C'est d'essayer de cultiver cette gymnastique entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Et d'aller à des endroits où on est fondamentalement perdu, potentiellement, et des endroits où on se sent super bien, avec une confiance qu'on donne à un endroit d'intelligence que moi j'ai... du coup, c'est une petite parenthèse. Ne croyez aucun mot à ce que je dis. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un scientifique. Je vais faire des affirmations, mais en tant qu'artiste, du coup, j'ai le libre droit d'expression. Et aussi d'interprétation très vague, d'une manière très artistique, de tout ce qui se passe dans ma vie. Donc c'est vraiment qu'une perception. Je vous recommande de faire vos propres recherches. Mais... si on peut s'accompagner un moment, ne serait-ce que pour un moment de divertissement, et peut-être qu'il y aura d'autres choses qui écouleront, eh ben, c'est déjà super. Et maintenant, il faut retrouver le fil de pensée. L'endroit où cette espèce de gymnastique qu'on essaye de procurer entre ce qui est cohérent et incohérent, cette gymnastique qu'il y a... Bon, des gens beaucoup plus intelligents que moi ont nommé une forme d'individuation, un endroit où on arrive à trouver un équilibre entre le conscient et l'inconscient, l'endroit où on arrive à faire se rencontrer le mystérieux et ce qu'on croit comprendre. Là où les choses commencent à s'aligner, on a une direction qui est plus ou moins claire avec comment interagir avec le monde. J'ai créé un dispositif qui s'appelle Bendenpil, qui prend avant tout l'idée qu'on a besoin de faire la fête. Voilà, ça c'est la base. L'idée là-dedans, c'était que j'ai testé plein de choses et j'ai aussi lu un truc qui m'a vachement marqué. C'était Jung parlait de sa recherche autour de la Kundalini Yoga, qui est une pratique de yoga très puissante, très complète aussi, grande structure pour aller voyager très loin. Mais il disait que fondamentalement, les Occidentaux n'ont pas les moyens, n'ont pas la base pour s'aventurer avec la Kundalini. En gros, vas-y, mais tu risques de te faire exploser. Par contre, la voie que nous, et l'endroit où nous, on a une bonne créativité à amener, c'est d'essayer de créer un chemin, ou en tout cas des ponts, avec tous ces trucs qui viennent qui parfois nous attirent, ne serait-ce que par un côté un peu exotique, de l'ordre de la méditation ou du yoga ou autre, et d'essayer de le ramener à la maison, mais en lui donnant une base. Alors moi, ma base, c'était la teuf et du gros son. Et ça, c'était une bonne base. En tout cas, moi, ça me portait bien. Ça portait bien les gens autour de moi. Et en tout cas, quand on était là, on savait où on allait pendant un temps. Donc, très similaire au dispositif décrit juste avant moi à propos de la respiration holotropique. On a créé un dispositif où les gens sont sécures. On peut embarquer dans une forme chaotique, mais sans se faire mal, a priori. Et on a mis l'accent sur l'aspect théâtral. Moi, j'ai beaucoup étudié le clown, je l'ai transmis aussi. Et l'endroit du plateau de théâtre, et où on se met en scène, offre un potentiel de transcender et de transformer beaucoup de choses. Donc on a créé un plateau de théâtre avec un dispositif lumineux
qui permet de créer une bande sonore et une lumière comme si on racontait une histoire, un film, une série, ce que tu veux, en tout cas dans lequel vous êtes le héros. Et à l'intérieur de ça, il y avait l'idée de saturer tous les sens. Donc à partir du moment où on sursollicite notre part intellectuelle et rationnelle, pour pallier à ça, le seul truc, c'était de faire un boucan monumental à côté pour que la raison se taise. Ben and Peel, ça peut être à peu près résumé à ça. Du coup, saveur, odeur, sensoriel, gens, proximité, beaucoup de gens. Et l'intention de créer ce qui peut être nommé comme un catharsis collectif, c'est-à-dire le collectif, à la fois acteur et témoin, est fondamental à ce niveau de transformation, transmutation, trans. En tout cas, c'est nécessaire pour se mettre dans un état qui est autre que celui qu'on peut potentiellement vivre et visiter en étant individuel et isolé. On a besoin des autres. Et pour terminer, il y a un aspect très physique, donc presque sportif, c'est-à-dire ça dure 3h30, donc c'est en tout le spectacle qu'on présente sous forme de spectacle, c'est 5 heures d'expérience. Et pendant 3h30, il y a une invitation à engager le corps d'une manière assez intense, voire de manger le dance floor. C'est un endroit où les corps viennent bouger fort. Ça peut perturber, parfois, même visuellement et aussi physiquement, parce qu'on est engagés tous ensemble. L'idée de ça, c'est d'arriver à un endroit où il y a eu quelqu'un qui a parlé de l'état de flow. Il y a un état aussi qui s'appelle le second souffle chez les sportifs. C'est un endroit où tu atteins une limite et tu crois que c'est ta limite. Et en fait, ce n'est pas ta limite. Et derrière, tu as un potentiel bien plus grand que ce que tu pensais. Et en fait, il y a une rythmique, il y a une fréquence dans laquelle on arrive à se mettre et qu'on peut maintenir et qui est proche de le peu que je connais de la respiration holotropique. En tout cas, ça touche à cet endroit-là. C'est très connu chez les sportifs, c'est peu connu chez les non-sportifs, alors que c'est un endroit de recherche fondamentale, en tout cas dans notre culture, qui est très présente. Et c'est un endroit de gros kiff. Vraiment. Et le bon côté de ce kiff, c'est que il y a un garde-fou contre l'addiction. C'est que le garde-fou contre l'addiction, je vais terminer là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, quand on parle des psychédéliques, il y a cette notion ou cette mise en garde d'une porte facile pour partir dans les étoiles. Et pas que. Les réseaux sociaux, en gros, on a beaucoup de choses qui peuvent nous tendre vers une forme d'addiction parce que c'est un plaisir facile. À partir du moment où il y a un effort fort à fournir, c'est un garde-fou parce que le corps a ses limites et le corps a une intelligence qui saura te mettre une limite avant que ça soit dangereux. En acceptant qu'il y a un cadre qui est sécure, etc. quoi. Mais voilà. En tout cas, je vais terminer là-dessus. Si jamais vous avez des questions, bienvenue. Et je vais laisser la suite de l'histoire. Merci de votre attention. Merci, Todd. Je vous propose de réserver les questions pendant la pause pour Todd, pour pouvoir enchaîner et présenter le dernier panéliste. Last but not least, comme adorent dire les profs d'anglais, Jean-François Leclerc, qui est clown à l'hôpital de Grenoble, qui est musicien et comédien, et qui va nous présenter la transe au service des autres. Bonjour. Eh bien, je vais déjà vous expliquer un peu ce que c'est l'association Soleil Rouge, l'association dans laquelle j'interviens en tant que clown hospitalier. C'est une association qui fait partie donc de la FACH, la Fédération française des associations de clowns hospitaliers. Et en gros, il y a un protocole qui est assez précis et qui est respecté dans l'ensemble des associations et qui est vraiment axé sur
Comment faire les interventions? Donc en gros, c'est toujours en duo, je vous expliquerai pourquoi. Et il y a une suite logique. Donc on arrive à l'hôpital, on est en civil, on va dans les différents services. Ça peut être l'oncologie, la maternité, chirurgie. Bref, on va dans les services, on voit le personnel soignant. On va nous donner une liste de chambres avec des noms, des pathologies, l'humeur, qui est présent dans la chambre, est-ce que la famille, est-ce que l'enfant est seul. Et du coup, c'est vraiment le comédien ou, bref, Jean-François qui prend ces informations. Et ensuite, on retourne au local et ensuite, on se change. Et là, les clowns interviennent. Mais avant de parler de l'intervention des clowns, je vais parler un peu de la formation des clowns. Sachant qu'on a à l'hôpital tous les ans des formations médicales un peu différentes pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est l'enjeu à l'hôpital. On a des formations artistiques aussi en continu. On a aussi tous les mois une rencontre avec un psy. Parce que évidemment il se passe des choses à l'hôpital et ça fait toujours du bien d'en parler. Mais donc la formation du clown. Et là c'est un grand mot, le clown, et je ne vais pas définir qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il y a c'est énorme toutes les différentes directions qu'on peut avoir en tant que clown et les formations aussi, ça peut être très très différent d'une personne à l'autre. Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'enfant intérieur? Bref, il y a beaucoup trop de directions. Mais je vais vous parler un peu de mon expérience de clown et les premières formations que j'ai pu avoir. Parce qu'il y a des formations parfois où ça peut être vraiment apprendre à se percher ou apprendre des outils pour pouvoir être au service d'une situation, soit sur scène ou dans une chambre. Et dans les premiers stages que j'ai faits en mode exploration de l'art clownesque, eh bien, il y a des exemples, ça fait un peu un parallèle avec la proposition du Bend and Peel, puisque au tout début, c'est « Ok, maintenant, on va mettre de la musique. Il y a un grand tas de costumes au milieu, il y a du maquillage, il n'y a aucun miroir. Et c'est pendant 1 heure, vous allez donner tout ce que vous pouvez, vous allez danser et choisir des vêtements et se maquiller. Et puis, il faut vraiment que dans 1 heure, vous ayez tout donné. » Et là, il reste 5 minutes, 10 minutes, c'est « Allez, on y va, c'est bientôt terminé. » Tout le monde donne toute l'énergie qu'il y a. Et ensuite, il nous dit « Et on est reparti pour 1 heure. » Et du coup, c'était assez inattendu. Ok, d'accord. Et donc, en 1 heure, il y en a qui avaient vraiment pris le soin de mettre des costumes qu'ils voulaient. Il y avait un certain contrôle sur le maquillage. Et là, on sent qu'il y a une espèce de lâcher-prise de la représentation déjà qui disparaît. Et ensuite, bon, t'enlèves ton costume. Le tas de costumes, il n'existe plus. Il y a des costumes partout. Et là, il reste encore 20 minutes de la 2e heure. Et donc, c'est OK, maintenant, on met la musique. C'est le moment, on donne tout, on donne tout, on donne tout. Et lorsque ça se termine, il reste encore 1 heure. Et là, vraiment, il y a un lâcher-prise qui s'installe. Et plus personne n'a l'air de rien. Parce que tu prends un peu ce qui traîne et ton maquillage a coulé, t'as transpiré. Et t'es un peu perché aussi, parce que tu donnais plein d'émotions. Et la grande majorité des gens se mettent à danser sur la musique, mais ça ne correspond plus vraiment à ce qu'on attendrait de la musique. Il y a déjà un décalage qui se fait. Et il y a un truc qui s'installe en mode, normal. Et il y a vachement moins de jugement. Et il y en a qui vont se poser, il peut y avoir du gros rock, et quelqu'un qui va être juste en boule sur un petit tas de costumes, parce que c'est de ça dont il a besoin à ce moment-là. Et c'est toutes ces vagues qui est vraiment, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte que, en fait, oui, on n'est pas obligé de toujours être très très haut, même s'il y a de la grosse musique. En fait, si c'est pas ce qu'on sent, la justesse, elle est hyper importante dans l'art clownesque. Et donc, à la fin des 3 heures, c'est bientôt terminé, mais non, il reste encore 20 minutes. Et là, il reste encore 1 heure. Et en fait, non. Il coupe la musique après 5 minutes. Et il y a une grande frustration. Mais pourquoi? Et c'est tout plein de petits décalages comme ça qui font des croche-pattes à l'esprit, et ça met dans des états où on comprend plus nécessairement ce qu'on est, on n'a plus les mêmes références. Et donc, après ces 5, là, on est coupé et tout, on est à l'endroit où on est disponible et à ce qui se passe, un regard sur le monde qui est vraiment différent et une grande justesse. Et le travail du clown hospitalier, entre autres, c'est d'être capable d'appuyer sur un interrupteur pour, être à cet endroit, qui au départ prend 3 heures, 3 heures et demie pour pouvoir y accéder, parce que c'est long, c'est un processus qu'on n'a pas nécessairement
l'habitude de faire. Et donc voilà, c'est un peu faire des allers-retours entre Jean-François qui va dans la salle avec tous les soignants, qui prend des informations. Ok, d'accord. Ensuite, je vais dans le local, je me change et bam, j'appuie sur cet interrupteur et je suis dans un autre état complètement. Mais Jean-François est toujours là et vigilant, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'hôpital. Il faut toujours avoir un peu les antennes. Et est-ce que c'est approprié? Est-ce que la proposition, est-ce qu'on est arrivé comme ça en duo? Ah oui, je vais parler de ça d'abord. Mais oui, aussi dans la formation, je vais aussi le dire, parce que c'était quand même incroyable, on a passé une journée où on n'avait pas le droit de parler. Et où on se balade, il y a des activités qui sont proposées, juste d'aller en forêt, et puis on est dans un grand groupe, on est ensemble, mais on ne parle pas. En fait, si on parle, mais sans la parole, il y a un truc de la complicité, on se montre des choses et tout. Et il y a un regard du coup qui s'installe aussi sur le vent dans les feuilles. On est ensemble et on fait rien, mais en fait on fait beaucoup de choses. Et le lendemain, on va avoir les yeux bandés. Et du coup, c'est plutôt, on entend les sons, il y a du contact, qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, c'est plein d'exercices qui sont hyper simples à faire, mais qui décalent vachement du... On a fait un repas aussi, après avoir passé une journée entière sans parler, juste de manger ensemble pendant 1 heure à table. C'était quand même incroyable de redécouvrir tous les goûts. C'est très, très chouette. Et donc, on intervient aussi en duo à l'hôpital parce que il y a des théories du clown qui vont dire on dit toujours oui à son partenaire, dans le sens, et faire un pas vers l'énergie de son partenaire. Pas physique, mais un peu... Disons, moi, je peux être très, très calme, et à côté de moi, j'ai mon ami, mon partenaire clown, qui, lui, a beaucoup d'énergie. Eh bien, personne n'a raison. C'est « Ah, d'accord, eh bien, il a beaucoup d'énergie. Je vais essayer de faire un pas vers mon partenaire. » Et le partenaire, il va se dire « Ah, oups, mais je sens que lui, il est beaucoup plus calme que moi, donc je vais me ralentir un peu. » Ce qui fait qu'en duo, personne n'est dans sa zone de confort. Et on dit toujours oui aux propositions, ce qui fait qu'on ne sait jamais où on va. Et donc, on est toujours dans une instabilité, dans une recherche de justesse où on ne fabrique pas et on est juste... on est là. Et il y a aussi quelque chose que j'adore dans le clown qui se dit souvent, quand on ne sait pas trop ce qui se passe, ou plutôt que de fabriquer, c'est juste se dire « tout va bien ». On peut être là, on arrive dans une pièce, et puis tout va bien. Et juste partir de ce constat, et après, les choses vont se fabriquer d'elles-mêmes. Ce n'est pas « ah tiens, j'ai une idée, je vais faire ça ». Parce que souvent, ça part du cerveau, ça part d'une intention qui est complètement différente de se laisser porter par son partenaire qui a échappé quelque chose. Ah tiens, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours un peu un truc qui va se faire à deux. Donc le binôme, il est très important aussi pour ça, parce que ça crée une belle justesse, ça crée des jeux que personne n'aurait pu imaginer. Et ouais, je crois que c'est ça. Et c'est vrai qu'on a chacun aussi individuellement nos façons, une fois qu'on est dans le local des clowns, de se préparer pour l'intervention. Et on a un peu nos petits rituels. Moi, c'est vrai que c'est tout simple, mais c'est vrai qu'une fois que je suis en costume, je mets mon nez, souvent je vais juste fermer les yeux et je fais plein de mouvements comme ça avec mes yeux. Et en même temps, je me tourne un tout petit peu. Et en quelques secondes après, quand j'ouvre mes yeux, je sais que je ne suis plus Jean-François. Je vais être Froutoutou, parce que c'est mon nom de clown. Et lorsque j'ouvre les yeux, c'est vraiment une intention de « je n'ai jamais rien vu de ce qu'il y a devant moi ». Et du coup, je vais tomber sur quelque chose et tout est à quelque chose de magique. Ça peut être juste le soleil sur le miroir. Et moi, souvent, ça me met dans un état très lent, très lunaire. Et donc, les choses résonnent et ça me prend beaucoup de temps pour pouvoir répondre à des questions, parce que si je suis la sincérité de cet état, eh bien tout est... Et le jeu est là. Donc je ne le fabrique pas, mais je subis, entre guillemets, cet état qui est un état de conscience modifié, j'imagine, suite avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Donc le travail du clown... Et ça, c'est en fait de pouvoir se plonger dans ces états, tout en ayant un comédien derrière, Jean-François, qui est vigilant à ce qui se passe. Et bien après, dans la journée à l'hôpital, ça crée plein d'événements où on peut travailler vraiment main dans la main avec le personnel soignant.
Et en même temps, avec les familles arrivées, c'est de l'improvisation constamment, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et c'est toujours être à l'écoute avec nos antennes pour pouvoir s'ajuster et être le plus juste possible. Et des fois, accepter qu'une chambre, ça va être juste être assis avec une maman seule et il ne se passe rien, on est assis et à la fin, elle va pleurer, elle nous prend dans ses bras et voilà. C'était juste ça. Ça, moi. Toujours un peu émotif, je sais pas pourquoi. Merci. C'est magnifique. Merci beaucoup pour tous ces partages. C'est riche tout ça. Ça va être le moment de clôturer cette magnifique journée, cette première partie de la journée où on a parlé, on a utilisé beaucoup de mots et ça va être le moment d'aller se plonger dans la deuxième partie sur 3 de la journée. Pour aller, comme on l'a répété toute la journée, tout le monde vous l'a dit, répéter en fait, ce qui est important, c'est d'aller se plonger dans son corps, c'est d'aller se plonger dans ses sensations, c'est d'aller explorer, c'est d'aller être dans un instant, savourer ce qui se présente. On va vous proposer toute une ribambelle de manières d'explorer ça. On espère que vous allez en trouver qui vous parlent. Alors, techniquement, il va se passer pas mal de chamboulements ici. On va avoir une petite troupe de bénévoles qui va prendre toutes les chaises, les ranger, réinstaller, réorganiser la pièce pour la suite de ce qui va se passer ici, qui va être du son. On va aller tranquillement s'installer à côté pour ceux qui viennent respirer avec Brigitte et Annick dans la salle de danse qui se trouve dans le bâtiment qui est là. Donc on va prendre un quart d'heure, 20 minutes pour se déplacer tranquillement jusqu'à là-bas. Il y a Théophile qui sera là-bas pour accueillir les gens pour la respiration. Géraldine, je ne sais pas comment tu organises pour la lampe. Donc, pour les personnes qui sont inscrites à 17h, là, je vais aller installer la salle. Je viendrai vous chercher devant l'entrée ici et je vous amènerai là-bas. Voilà. Et puis, à chaque nouveau groupe, je reviendrai chercher le groupe à l'entrée du bivouac. Voilà. Super, et puis du coup, tout va s'enchaîner. Après, ici, il y aura du son pendant 3 heures jusqu'à 20h, et après, le spectacle d'impro, le catch d'impro pour lequel il y a toujours le petit panier, là, avec si vous voulez poser des thématiques autour des psychédéliques pour les matchs d'impro, ça va enrichir la suite de la soirée. Et puis voilà, après on réenchaîne à partir de 23h jusqu'à 7h du matin au Drakkar pour aller danser, se plonger dans la psytrance. Merci énormément encore une fois à tout le monde, à toute l'équipe du Bivouac Café, Ah oui, il y a on n'a pas encore tout à fait fini, il y a le cercle d'intégration qui aura lieu aussi à partir de 19h, de 19 à 21h. Qui aura lieu après, pas dans la même petite salle, du coup, dans le bâtiment là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres annonces qui manquent encore ? Pas une annonce, mais moi je tiens absolument à ce que tout le monde remercie et fasse énormément de bruit pour François, pour cette organisation magistrale. Merci.